Et bonjour à tous, bonne matinée, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes aujourd'hui le 31 octobre et c'est Halloween et c'est la Saint-Quentin, je crois. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour de petites vacances et on fait un petit stream aujourd'hui, tout tranquille parce que je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Et puis, moi, je rentre de vacances, donc je sais pas, c'est peut-être un stream où on va peut-être un peu plus lire des articles ensemble, où moi, j'ai un peu moins lu en amont, mais on va prendre le temps de lire quelques articles plus ou moins techniques. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat pour dire ce que vous avez envie de voir. Mais comme d'hab, il y aura les news, il y aura aussi des petits focus techniques, des petits focus un peu plus stratégiques, géopolitiques, et puis la méditation à la fin. Voilà pour ça. Je mets une petite musique de fond, hop, que j'avais oublié. Et puis la musique qui sort de mon PC. Voilà. Je tente un nouveau setup. Je tente un nouveau setup qui est limité. Salut Tokan. Parce que l'idée c'est que j'ai fait un prompteur et je suis connecté du coup en HDMI en ultra haute qualité. Je peux vous faire des streams en méga bonne qualité, mais l'inconvénient c'est que du coup ça fait un peu ramer mon PC, donc on va voir comment ça se passe. Mais l'avantage c'est que je vois vos messages directement dans la caméra. Voilà, assez raconté ma vie. Hein, on va commencer. Hop. La matinale cyber. Bonjour. Good morning cyber. C'est parti. Alors, les titres du jour. Dans la catégorie attaque et dans la catégorie vulnérabilité, bah, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. D'ailleurs, attendez. C'est un peu moche. J'aime pas les choses moches. Je préfère les choses jolies. Hop. Voilà. On va parler du téléphone de Liz Truss. Liz Truss qui, j'allais dire, est la nouvelle première ministre britannique, mais non. C'est déjà plus la première ministre britannique, qui était l'ancienne ministre britannique, donc. Éphémère et piraté. Et on va parler de son téléphone. On va parler de l'opération Dragon Bridge, qui est une opération qui avait été identifiée par... je crois que ça a été identifié par Catalin Cimpanu, qui est un journaliste assez spécialisé, assez respecté, et qui a été confirmé récemment par Mandiant. Mandiant, qui est une entreprise de threat intelligence. On va parler également des écoutes téléphoniques en Iran. Comment ça se passe, comment fait le gouvernement. C'est quelque chose qui a beaucoup lieu en ce moment à cause des émeutes qui ont suivi la mort de Masha Halimi, qui a été tué par la police politique. Enfin, et ça va nous occuper un peu plus de temps, on va parler de la vulnérabilité OpenSSL. C'est une vulnérabilité qui est très impactante, qui apparemment est critique. Et non seulement elle est critique, mais en plus elle est critique par là où elle est. OpenSSL, c'est vraiment une brique qui est dans tous les serveurs, enfin, quasi-totalité des serveurs Linux, voire plus. Et ça gère, en fait c'est une brique qui est hyper critique parce qu'elle gère toute la cryptographie. Et donc toutes les protections des données au repos, toutes les protections des données en transit, etc. Donc c'est vraiment une vulnérabilité qui va être hyper critique. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'on sait qu'il y a une vulnérabilité, mais on sait rien sur cette vulnérabilité. On sait pas encore trop comment ça va se passer. Ils nous ont juste dit que demain, mardi, il y avait une mise à jour. Et il faudra être prêt. Et en gros, c'est marrant. Enfin, ce qui est intéressant sur cette vulnérabilité, c'est que ils n'ont pas dit qu'est-ce qui se passait. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont dit aucun détail. Ils ont juste dit attention. Préparez-vous, il y a une vulnérabilité, en espérant que tout le monde prépare un peu, soit sur les starting blocks au moment de corriger la vulnérabilité.
Pour les aspects plus géopolitiques, annonces, défense et fuite de données, on va parler un peu des listes de serveurs de drivers Microsoft qui sont vulnérables. C'est depuis très longtemps un vecteur de piratage de Windows. C'est une vulnérabilité qui est béante depuis quelques années. Et Microsoft avait annoncé qu'il y avait une liste de serveurs vulnérables qui du coup étaient mise à jour et refusée par les ordinateurs. Et en fait, cette liste n'a jamais marché. Et maintenant, ils ont annoncé qu'ils l'avaient vraiment réparé. Vraiment débugué. Voilà. Microsoft met en place par défaut le number matching. Le number matching, c'est le truc sur l'authentification multifacteur qui vous permet, lorsque vous vous connectez avec un mot de passe, vous devez approuver la connexion sur votre téléphone. Ben, on ne vous demande pas juste autoriser ou refuser, on vous demande un numéro qui doit être le même que celui qui s'affiche à l'écran. Il y a plein de manières simples de faire de la MFA, ça c'est une manière un peu plus user-friendly, mais qui protège quand même contre ce qu'on appelle le prompt bombing, qui était l'attaque qui a réussi sur Uber, qui est d'envoyer 10 000 requêtes. On va parler aussi de GitHub, qui corrige une vulnérabilité qui permettait aux comptes qui ont été renommés de se faire pirater, c'est très important. On m'a demandé cette semaine un petit retour sur les vulnérabilités marquantes en 2022, et on peut en parler, mais clairement il y a beaucoup de vulnérabilités par supply chain. Enfin, beaucoup d'attaques par supply chain, ça a été un peu le truc de l'année. La feature de LinkedIn contre les faux comptes, très important. On va voir comment elle se fait. Et puis à la fin, on va parler de la petite fuite de données de la semaine. C'est 50 gigas qui appartiennent à l'agence nucléaire iranienne. Des choses qui ne nous concernent pas beaucoup, mais qui vont sans aucun doute beaucoup intéresser les militaires de tous les pays. Voilà, je bois du thé. Dans un nouveau mug. Les fichiers de la Légion étrangère. Je suis allé récupérer pendant mes petites vacances. Ok, on reprend tous ces petits titres. Et on fait un peu plus, on va détailler un peu plus tout ça. C'est parti pour... ok. C'est parti pour le téléphone de Liz Truss. Hop. Où est-ce que j'ai mis cet article ? Eh bien, où est-ce que je l'ai mis ? Bon, eh ben, on l'a ici. Hop. Mon téléphone a un peu du mal ce matin. On va lire comme ça. Je peux voir les images. Hop, hop. Voilà. Ok, alors, donc Liz Truss, j'ai dit que c'était l'ancienne première ministre, la précédente première ministre anglaise, britannique. D'ailleurs, on voit que, petit aparté, Lula a gagné les élections cette nuit. Donc si vous n'aviez pas suivi les élections au Brésil, ça s'est joué cette nuit, et ça s'est joué par la victoire de Lula. On espère que ça va se faire tranquille, que la transition va se faire de manière pacifique. Alors, donc on parle de Michael Gove. Je ne sais pas qui est Michael Gove.
qui n'a pas nié un rapport qui dit que Liz Truss, le téléphone personnel de Liz Truss, a été potentiellement piraté par des agents russes. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on nomme expressément la Russie, et qu'on parle de son téléphone personnel. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi elle utilisait son téléphone personnel dans le cadre de ses fonctions. Et là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'était avant qu'elle soit première ministre, tout ça. On va détailler un peu plus l'article. Mais c'était avant qu'elle soit première ministre, de ma compréhension. Donc, le Mail a dit dimanche que les agents qui ont piraté le téléphone de Liz Truss, quand elle était secrétaire en gros, ministre des Affaires étrangères. Et ces agents, on pense qu'ils ont gagné accès à tous les échanges secrets avec les autres nations, ainsi que des échanges secrets avec Kwasi Kwarteng, qui était le chancelier quand elle était après numéro 10. Donc ça, c'est très embêtant, parce que ça veut dire que la Russie a pu avoir accès à des négociations qui avaient lieu contre elle lorsqu'elle était secrétaire au ministère des Affaires étrangères. Et alors Gov, ce mystérieux personnage, dit je suis sûr qu'elle a suivi toutes les bonnes pratiques de cybersécurité. Mais évidemment, toute la critique, toute l'opposition dit non, à tous les coups, elle n'en avait rien à faire. Vous voyez que mon ordinateur est un petit peu lent ce matin. Et on a le shadow. Alors vous savez que en Angleterre il y a le shadow gouvernement. Et donc Yvette Cooper, qui est shadow secrétaire au ministère de l'Intérieur, a dit oui, le gouvernement ne prend pas du tout les risques de sécurité nationale suffisamment sérieusement. Bon, on va pas s'engager dans la politique anglaise, qui est un beau Capharnaüm en ce moment. Mais en gros, c'est intéressant de voir que, il cite la Russie, et deux, ils disent que c'est son téléphone, il s'agit de son téléphone personnel, mais qu'il y avait quand même des échanges secrets avec les autres pays du monde. Tout ça est très, très préoccupant, évidemment, parce que d'un point de vue cyber, vous gagnez un intérêt énorme quand vous connaissez la nature des négociations entre vos adversaires. Voilà, le Guardian qui est très sérieux, mais qui va beaucoup évidemment se concentrer sur la politique en Angleterre. Tout ça ne nous concerne absolument pas. On passe à la deuxième actualité, qui est là. Il s'agit de l'opération Dragon Bridge. Et alors, Dragon Bridge, je pense qu'elle est là. On va laisser mon ordinateur planter un petit instant. Voilà. Ah non, perdu. Voilà. Ouais. Yes. Ok. Dragon Bridge, campagne d'influence qui utilise des nouvelles TTP. TTP, c'est tactiques et techniques des attaquants pour cibler les intérêts des États-Unis d'Amérique, notamment les élections des midterms. Vous savez que les midterms arrivent. Les midterms, c'est ce qui renouvelle une partie du Sénat américain. Donc c'est une élection extrêmement stratégique. Quand vous êtes au poste de président, eh bien vous pouvez perdre tout votre soutien du Sénat assez facilement si vous perdez les midterms.
Je me trouve très pâle, très blanc sur l'image que j'ai de la caméra. C'est pas grave. Dragon Bridge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un article de Mendiant. On va peut-être pas le lire en entier, mais on va peut-être lire les premiers. Je vous le lis en anglais. Hein, je sais pas la traduction, je trouve que ça ralentit un peu de faire la traduction en plein vol. Donc, Mendiant has recently observed Dragon Bridge, an influence campaign we assess with high confidence to be operating in support of the political interests of People's Republic of China, aggressively targeting the United States by seeking to sow division both between the US and its allies within the US political system itself. Recent narratives include claims that the China Nexus threat group APT-41 is instead a US government-backed actor. Tout ça super intéressant, on va y revenir un instant. Aggressive attempts to discredit the US democratic process, including attempts to discourage Americans from voting in the 2022 US midterms elections. Ça, super intéressant aussi, j'y reviens dans un instant. Allegation that the US was responsible for the Nord Stream gas pipeline explosions. Donc ça c'est, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Quelques commentaires là-dessus. Le premier, c'est qu'ils ont dit, ils ont essayé de faire passer APT-41 pour la NSA. Donc ça c'est super intéressant. APT-41 qui est un groupe de hackers, donc un APT, donc un groupe de hackers technique, très spécialisé. Et leur truc c'était de faire plein d'articles de blog, de soi-disant spécialistes du sujet. Ou même de prendre l'avis de vrais spécialistes et de le détourner, ou de le sortir du contexte, ou d'imiter, ou de faire un blog qui usurpe l'identité de spécialistes du sujet. Donc, enfin, on va voir comment ils ont fait exactement après. Mais donc, super intéressant. Leur but, c'était de faire passer des groupes d'attaquants en disant, mais non, mais ça, cet APT-là, c'est la NSA. Et en fait, c'est typiquement, c'est Catalin Simpanou qui s'est dit... étonnant, et qui a cherché à vérifier ces trucs et qui s'est rendu compte qu'en fait c'était pas des vrais articles, c'était une campagne de désinformation. Le second point, c'est qu'ils essaient de décourager les gens d'aller voter dans les élections des midterms. Ça, ce qui est super intéressant, c'est que c'était une stratégie qu'on voyait pas de la Chine avant. Un peu les stratégies d'élection, si vous avez vu ma vidéo sur comment on pirate une élection, c'est une stratégie qui était plutôt russe. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, tout le monde se met un peu à faire de la déstabilisation. C'est plus juste la Russie. Enfin, ça fait longtemps que c'était plus juste la Russie. Ouais. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la Chine, on n'avait pas encore connaissance qui faisait ça vraiment avec les techniques un peu russes, un peu classiques, un peu de changement d'opinion. Ils essayaient de faire des trucs un peu plus techniques souvent, un peu moins massifs, et puis paradoxalement quand ils essayaient de faire des campagnes de désinformation, souvent c'était un peu moins subtil. Mais donc là c'est intéressant parce qu'on va voir comment ils le font. Mais donc il y a des... là clairement ils ciblent le process démocratique, et je suis en train de lire un rapport de la CIA en ce moment sur le futur, direction que prend le monde, et c'est intéressant de voir que... une des directions principales, c'était de se dire, mais en fait, les démocraties vont forcément être ciblées par tous les régimes autoritaires. Et en fait, c'est la nature même de la démocratie qui va être ciblée, et c'est exactement ce qu'on voit ici. C'est pas juste la Russie, on voit que c'est aussi la Chine qui essaie de cibler la légitimité démocratique qu'a le vote aux US. Moi, je trouve ça super intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi, je sais qu'il n'y a pas grand monde dans le chat, mais c'est pas grave. Et puis évidemment, ils ont essayé de suggérer le fait que les US étaient responsables de l'attaque sur le pipeline Nord Stream 2. On va continuer la lecture de l'article parce que je trouve qu'il est intéressant. Dragon Bridge's attempts to adapt or apply tactics in a novel ways to demonstrate a continued interest in experimentation and creativity in its efforts to achieve desired objectives. Examples of this include
Nuance Impersonation of Cyber Actors. Donc ça, c'est intéressant, c'est ce que je disais à l'instant. C'est l'idée d'imiter des gens connus sur la scène cyber. La campagne a imité Intrusion Truth, un groupe qui essaye de cibler les attaquants techniques chinois pour faire passer pour utiliser la réputation de ce groupe de chercheurs pour faire passer leur propre discours. Donc c'est super intéressant, c'est-à-dire que enfin, c'est clair que c'est un truc vital. Dans la cyber, c'est les flux d'informations qui sont capitaux, et du coup, cibler évidemment ceux qui surveillent ces flux d'informations, ceux qui ont une autorité sur ces flux d'informations, c'est évidemment hyper stratégique. Plagiarism and alteration of news articles. Donc en gros, ils copient des articles et ils les modifient pour suivre leurs idées. Ça c'est très intéressant parce qu'en fait souvent dans le SEO, vous savez qu'il y a beaucoup, le spam c'est une industrie, hein, c'est toute une industrie de copier-coller des vieux articles, des articles qui sont faits par des sources correctes, les copier-coller, les rendre encore plus putaclic, et puis de générer du clic comme ça, et ça permet non seulement, enfin en fait il y a une industrie vraiment de faire comme ça du journalisme, de l'information pour être payé au clic. Mais en même temps, évidemment, parmi tous ces gens qui font ça, il y en a beaucoup qui ont aussi un intérêt à pousser certains articles. Et lorsque vous êtes une page Facebook ou un blog qui a beaucoup d'articles parce que vous expliquez comment mettre un oignon dans votre ordinateur, ça soigne de la grippe aviaire, et bah, de temps en temps, si vous mettez un petit article sur les élections, sur la guerre en Ukraine, et bah, les gens vont avoir tendance à vous croire parce que vous avez beaucoup d'audience. Donc il y a un biais humain qui est le biais, je sais plus comment on appelle ça, mais se dire comme tout le monde comme beaucoup de gens sont d'accord, ça veut dire qu'ils ont raison. Comme beaucoup de gens suivent cette personne, ça veut dire qu'il est très connu, il a forcément raison. Ce qui est évidemment un sophisme, une erreur de jugement. Enfin, un biais humain. Et puis... Et puis évidemment, leur troisième technique, ça a été de se faire passer pour des citoyens américains qui réagissaient à ces articles et qui disaient « Ah oui, moi j'ai vu, j'ai... » Ce qui est intéressant, c'est que donc ça démontre leur capacité à expérimenter des nouvelles attaques, à innover, à être aussi résilients et à même quand ils se font démasquer, à rebondir et faire des nouvelles campagnes. Voilà, et ce que dit Mendiant, c'est que ça a un impact limité, mais ils ont beaucoup passé ils mettent beaucoup de ressources à cette opération. Et ils disent, regardez, ce dernier paragraphe, il dit, vous voyez rien en fait. Similarly, we have seen Dragon Bridge criticize American society via narratives regarding racial strife and social injustice. Donc super intéressant, donc ils ont utilisé le ressentiment d'injustice raciale pour critiquer les US, et c'est super intéressant de voir comment ils utilisent un ressentiment qui existe. Clairement, ils n'ont pas inventé, mais ils peuvent juste l'utiliser, et c'est super intéressant. Il me semble. Voilà, on va passer à un autre sujet, mais moi je trouve ça super intéressant de voir qu'ils ont ciblé les experts en cybersécurité pour faire passer leurs idées. On va parler des écoutes téléphoniques? Non, on va parler d'OpenSSL d'abord. Ça vous va?
je vous demande pas votre avis en fait. Enfin si, en vrai si, vu qu'on a le stream. Mais pour l'instant c'est moi qui décide. Ok, on va parler de OpenSSL. On attend 2 secondes que mon ordi finisse de rendre l'âme. OpenSSL, ce qui est très intéressant, on va regarder ça sur openssl.org, hein, tout simplement. Ah oui, non. Ça, c'est la liste de diffusion, du coup, il n'y a rien d'intéressant. On va regarder sur Dark Reading. Voilà, et puis en fait, comme vous voyez rien, on va se mettre comme ça. Voilà. Préparez-vous pour la vulnérabilité critique dans OpenSSL. Les organisations ont 5 jours pour préparer ce que OpenSSL Protect appelle une vulnérabilité critique dans la version 3.0 et au-dessus. Donc en gros 3.0.1 jusqu'à 3.0.6. Et alors c'est voilà, ils l'appellent la bibliothèque cryptographique utilisée de manière ubiquitaire, ça veut dire partout. Il y a eu la version 3.7 qui va corriger ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas donné les infos sur cette vulnérabilité, parce qu'en fait, donner les infos, ça pourrait permettre de faire une attaque sur cette vulnérabilité. Mais donc, parce qu'il suffit de regarder ce qui a été corrigé, et tu vois, si tu regardes, si tu fais reverse engineering de ce qui est en train d'être corrigé, eh bien tu vois tout de suite quel est le composant qui est vulnérable, quelle est la fonction qui est vulnérable, et donc ça peut te permettre de trouver tout de suite la vulnérabilité. Donc l'idée c'est un peu sécurité par l'obscurité jusqu'à demain. Et demain 1er novembre, mardi 1er novembre, c'est... j'imagine qu'il y a un paquet de gens qui risquent de ne pas avoir de jour férié du coup. Parce qu'il va falloir patcher tout de suite. Parce que du coup, dès qu'ils vont partager le correctif, le patch, eh bien, ça va être très simple à attaquer. Voilà. J'ai une petite question. Yes, au top. Excellent. J'essaie de lire sur mon prompteur, mais en fait, j'utilise le chat qui me vient de l'application Restream. Et donc, je vois très très mal. Parce que donc, je l'ai intégré sur une page sur mon site web, etc., pour le voir sur fond noir, etc., comme je veux, sauf que c'est tout petit. Donc c'est un peu embêtant. Mais donc voilà, travail en cours. Normalement, dans les prochaines semaines, il y aura le retour de LibreCast, mon outil personnel qui permettra d'avoir des bots, qui permettra de faire des votes en live, qui permettra de faire plein de choses avec le chat de YouTube, le chat de Twitch en même temps. Des bots interactifs, etc. En fait, comme c'est moi qui le développe, on pourra faire tout ce qu'on veut, quoi. Et puis j'aurai une interface pour prompteur bien comme je veux, bien belle, et comme ça je pourrais vous regarder dans la caméra, et je trouve que c'est hyper cool. Hello Wadji. J'ai failli te souhaiter quelque chose, mais je pense que c'est une donnée personnelle que tu ne veux pas exposer sur Internet. Bah bien, tranquille. On se réveille tranquillement. Je continue la suite de la lecture de cet article qui dit qu'il y a des implications énormes, et bah évidemment parce que, comme je l'ai dit, c'est un peu partout, c'est beaucoup les serveurs, c'est une brique hyper critique. Je vais lire l'article pour que vous ayez des renseignements de première main. Major operating system vendors, software publishers, email providers, and technology companies that have integrated OpenSSL into their products and services will likely have updated versions of their technologies timed for release with the OpenSSL project's disclosure of the flow next Tuesday. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que, en fait, c'est comme Log4Shell. OpenSSL, c'est un truc qui est public, qui est gratuit, mais
mais qui se retrouvent dans plein d'outils payants, en fait. Et tous ces outils payants, tous les cloud providers, et ben, ils vont, sans aucun doute, ils utilisent OpenSSL, et il va falloir donc qu'ils corrigent tout de suite, et puis que eux-mêmes, ils déploient une nouvelle version à la volée. Donc ça veut dire qu'en fait, demain, si vous êtes administrateur système, vous devez faire la mise à jour d'OpenSSL, mais dans les heures qui viennent, vous devez regarder régulièrement toutes les autres mises à jour, parce que vous avez beaucoup de services qui, en fait, eux vont faire cette mise à jour, et qui, potentiellement, ça va vous demander à vous de faire la mise à jour de ces services qui dépendent d'OpenSSL. Vous savez, OpenSSL, c'est vraiment... comme d'habitude, OpenSSL, ça montre comme Log4Shell, qu'en fait, toute l'infrastructure d'Internet mondial, tout le monde dit, oui, les grandes boîtes de l'informatique, les GAFAM, etc., ils maîtrisent tout. En fait, ils maîtrisent pas tout. Généralement, ça dépend de petites briques qu'ils maîtrisent absolument pas. Évidemment, comme d'habitude, il y a un comic XKCD qui explique ça parfaitement. Je sais pas si vous connaissez cette image. Voilà. Toute l'infrastructure numérique moderne. Linux, tout le cloud, tout Microsoft, Windows, voilà, tout ça, ça dépend. On peut imaginer que ça dépend de POSIX, ça dépend de TCP/IP, des trucs très très bas niveau. Et puis vous avez tout aujourd'hui, tout ce qui est hyper technique, Twitch, YouTube, tous les services de cloud de Microsoft, d'Amazon, etc. Et en fait, évidemment, tout dépend d'un tout petit projet que y a un Random Pax dans le Nebraska qui a mis à jour non-stop depuis 2003. C'est vraiment... Enfin... Et en fait, j'ai l'impression que tous les 6 mois, on ressort ce graphique, en fait. On ressort ce comic. Parce que c'est tellement vrai. Et voilà. Ouais, Ben, tu dis, ça va finir comme Heartbleed, potentiellement. Ouais, il me semble que les gens d'OpenSSL prenaient l'exemple de Heartbleed. Et c'est un... Bah voilà. Heartbleed, c'était une vulnérabilité qui permettait en gros de pirater... comment dire, de bypasser le chiffrement en transit de tous les serveurs Linux, autrement dit en fait un bon 3/4 des serveurs, peut-être un bon 2/3, et c'est hyper critique parce qu'en fait il suffit de déchiffrer quelques données. En fonction de ce qu'on peut faire, on peut peut-être déchiffrer des données qui nous permettent de voler l'identifiant de session. Donc là, si vous avez quelqu'un qui est connecté à son compte Facebook, vous pouvez déchiffrer juste la partie avec le cookie, et ça va vous permettre d'avoir accès à son compte Facebook pendant une session. Donc ça, c'est hyper critique. Là, il me semble qu'ils ont mentionné de l'exécution de code, donc c'est encore plus critique. En fait, vous pouvez peut-être faire de l'exécution de code sur des serveurs il suffit juste qu'ils aient OpenSSL et qu'ils soient donc a priori Linux. Et donc c'est-à-dire a priori tous les serveurs en fait. C'est un peu voilà, un peu critique. Les organisations et toute l'industrie seront sous under the gun, donc menacées, pour gérer ce problème aussi vite que possible. Tac. Moi, ce que je vois, ça va être un peu comme les trucs style Zimbra, etc. Et puis même Log4Shell. C'est qu'en fait, les grosses organisations ont les moyens de patcher. Tous les gros banques, industries, etc. vont patcher sans doute assez vite. Il y aura un effet rebond, parce qu'en fait, il va falloir patcher aussi tout ce qui est managé par d'autres gens. Typiquement, peut-être que vous avez des outils genre des outils de monitoring, des outils, peut-être des outils, des interfaces d'admin, d'hyperviseurs, de choses comme ça, qui sont, j'espère qu'il n'y en a pas qui sont impactés, qui sont exposés sur Internet, pardon, mais évidemment, c'est toujours des genres de trucs qui sont exposés sur Internet, et
Et donc il va falloir faire la mise à jour aussi vite que possible. Donc il y aura un effet rebond pour non pas les corrections que les gens doivent faire, mais les corrections que les fournisseurs des gens doivent faire. Et, il va falloir que... Enfin, je refais. C'est un peu... il va falloir que les gens fassent la correction tout de suite, mais même il y aura un effet rebond, parce que les fournisseurs de ces gens, eux aussi, doivent faire la correction. Donc il va falloir que les gens, ils fassent non seulement la correction d'OpenSSL, mais aussi la mise à jour de le correctif des services qui sont managés. Donc super... Donc à mon avis, ça va être très embêtant, et puis surtout pour les toutes petites organisations qui, elles, n'ont pas des moyens forcément de réagir très vite. Ben nous dit qu'il va falloir passer sous IIS. IIS, c'est la version Microsoft. Du coup, oui, on peut tout mettre sur Microsoft. Mais amusez-vous bien à réécrire toute votre infrastructure et réécrire toutes vos applications en Java version ou en .NET. Je bois du thé, hein, je me réveille aussi. Voilà, petite page sur Heartbleed, je vais la traduire parce que c'est bien de l'avoir en tête. Heartbleed, c'était une vulnérabilité de 2014 qui, en gros, donnait aux attaquants un moyen d'écouter les communications et de voler des données des utilisateurs et des services. Donc c'est un peu ce que je racontais avec l'attaque qui permet d'avoir accès aux cookies. Et ils pouvaient tout faire ça sans jamais laisser de traces qu'il ait fait. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'était un bug qui a affecté Nginx, Apache et IIS, donc les trois plus gros types de serveurs. Nginx qui est open source, Apache qui est open source, et IIS qui est Microsoft. Et évidemment, donc ça impactait aussi toutes les organisations qui utilisent ces services-là, notamment Facebook, Akamai, Google, Cloudflare, etc. Donc c'est un peu ce que je disais sur un problème à deux échelons. Vous devez corriger, mais vos fournisseurs doivent corriger aussi. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est de voir que je parlais d'un point de vue un peu plus stratégique, un peu plus, comment dire, si on pense à la bataille cyber, on a perdu des batailles, clairement, genre WannaCry, genre NotPetya, qui ont fait des dégâts énormes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le Log4Shell, en fait, c'est un peu une bataille qui, à quelques attaquants hyper sophistiqués près, a été globalement gagnée. En fait, toutes les équipes ont un peu galéré avant les vacances de Noël l'année dernière. Tout le monde, il y a des congés qui ont sauté, il y a des week-ends qui sont passés un peu à bosser, mais dans l'ensemble, ça n'a pas été une vague de piratage énorme. Alors, il y a eu peut-être la guerre en Ukraine qui a changé pas mal de choses aussi dans la foulée. Mais en fait, les gens étaient assez prêts, on en a pas mal parlé, et la communauté s'est vraiment mobilisée, donc moi je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Bon, je vous propose de passer au sujet suivant. La version 3.0, elle est utilisée dans Ubuntu 22.04, dans macOS Maverick, Ventura, elle est utilisée dans beaucoup de distributions Linux, pas que celle-là. Il y avait un tableau, je vais peut-être vous le retrouver si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresse. De mon point de vue, c'est surtout que c'était beaucoup moins automatique à exploiter qu'WannaCry, ouais c'est vrai. Bah oui et non, parce qu'en fait, avec Log4Shell, tu pouvais quand même te pivoter très vite de composants vulnérables en composants vulnérables. En fait, enfin les fuzz des applis web, ouais. Ouais, c'est moins automatique, t'as raison, ouais. C'était moins scalable. Ça demande effectivement de faire à la main ton payload à chaque étape, ouais, t'as raison. Après, mon propos, c'est plus en termes de nombre de boîtes piratées, parce que vu que les vulnes SMB de NotPetya et WannaCry, ce qui était très impressionnant, c'est la vitesse à laquelle elles se répandaient sur un parc informatique. Là, ce qui est surtout impressionnant avec Log4Shell, c'est le nombre d'applications que tu peux pirater, de clients nouveaux que tu peux pirater. Je pense que c'est juste pour débattre un petit peu, mais je pense que tu as raison. Ouais. Bluebees, bienvenue d'ailleurs.
Et puis je disais tout à l'heure, ouais, ce qui est... alors, ouais, deux petites infos. Deux petites infos. La première, c'est que la version 1.1.1 est pas vulnérable. C'est une version qui est aussi très utilisée. La deuxième petite info, c'est que je trouve ça, voilà, encore une fois, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment ils ont choisi de gérer le partage de cette vulnérabilité, du correctif, plutôt que de dire, ils n'ont pas dit, voilà, il y a une vulnérabilité, vous pouvez patcher vous-même, on vous donne comment ça existe, parce que le risque est potentiellement trop grand. Ils ont dit par contre, il y a une vulnérabilité, le 1er novembre, tout le monde patch. Et je trouve ça un peu marrant de se dire, c'est un peu mobilisez-vous quoi. Je disais sur Log4Shell, la communauté cyber c'est beaucoup mobilisée. Il y a un nouvel appel à la mobilisation générale quoi. C'est un peu attention, demain on patch. Tout le monde est prêt, tout le monde est chaud sur les starting blocks. Et donc peut-être une nouvelle manière de faire de la cybersécurité quoi. De gérer, de faire du patch management, c'est peut-être de faire de la pub pour les patchs. Un peu, là vous savez qu'en ce moment c'est le mois, c'est Octobre Rose pour le mois pour la sensibilisation au cancer du sein. Mais en fait c'est un peu la même chose, j'ai l'impression qu'il y a un peu une campagne d'information, de sensibilisation. Non, attention, on va corriger OpenSSL. Voilà, rapidement, si vous voulez, je pense qu'il y a quelques articles, il n'y a pas besoin de détailler plus. Number matching, je pense qu'il n'y a pas besoin. IAM, je pense qu'il n'y a pas besoin. Moi, je trouve qu'il est intéressant dans cette petite actu, c'est de voir que c'est vraiment... c'est un truc qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Voilà, tout ce qui est attaque par supply chain. Tout ce qui est... attaque par package NPM, par package PIP, tout ça, donc c'est des bibliothèques de code qui sont partagées, que vous intégrez automatiquement dans certains projets Python, dans certains projets JavaScript, et c'est intéressant de voir que, enfin, j'ai l'impression que sur 2022, ça a été moins, il y a eu énormément d'attaques supply chain, comme en 2021, comme en 2020, mais là où en 2020 c'était beaucoup par des fournisseurs, genre on va pirater SolarWinds, là c'est beaucoup par des trucs style ah ben on a piraté un package, et en fait ce package il est super utilisé. Et en fait ce qui est intéressant c'est que ça a les mêmes conséquences que ce qu'on voit avec OpenSSL ou Log4Shell, qui sont que toutes les grandes organisations doivent se poser la question de la sécurité des trucs qui sont open source et qui sont maintenus du coup gratuitement, et en fait ça marche pas avec le modèle économique. On a fait en sorte que tout le monde veuille sous-traiter au maximum. C'est pas un choix que je critique, hein, mais c'est un choix qu'on a fait en tant que communauté, et donc tu as envie de juste payer et puis t'as ton correctif. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que tous les gens que tu payes, ils se mettent à utiliser et à gagner de l'argent parce qu'ils utilisent des bouts de code gratuits qui ont été faits gratuitement par le PAX du Nebraska, qui le fait de manière gratos. Voilà. On va parler un petit peu des drivers de Microsoft, je vous propose. Je vois qu'il y a un petit message en chat. Bonjour tout le monde, salut, c'est Roman Lord. On va parler un petit instant des faux comptes. Non, pardon, on a dit qu'on parlait pas des drivers Microsoft. Où est-ce qu'il est l'article? Hop. Je crois que c'est ça. Ah ouais, pour le focus technique, je voulais vous parler d'un truc aussi. Hop. On va aller regarder un article de ZDNet. Ordi plante.
Voilà, et puis on va se mettre en mode lecture pour... je vais mettre l'écran seul parce que je pense que ma caméra, je vais aller mettre, hop. Non, hop. Bougez pas, je remets un peu de batterie dans ma caméra. Voilà, je suis de retour. Microsoft a publié un patch de non-sécurité qui... donc le patch Tuesday, ça va être le Est-ce que c'est pas ce mardi? Genre demain. Patch Tuesday, c'est là où le moment où Microsoft publie ses correctifs, donc c'est tout le premier mardi du mois. Attends un instant, est-ce que ça charge? Hop. Ouais, j'ai l'impression que ça charge. Ma caméra va peut-être se couper d'un coup. Ces patchs, ces correctifs donc, sont disponibles pour Windows 10, Windows 11. Ça contient plein de changements, des améliorations sur la taskbar, le task manager, etc. Et puis, il y a aussi la feature très attendue qui est la liste des drivers vulnérables. Donc qu'est-ce que c'est un driver? Un driver, c'est un petit programme que vous installez, et en fait il ne va pas s'installer, comment dire, là où tous les autres programmes s'installent. Dans l'idée, Windows, c'est un OS, donc c'est un peu le programme qui gère tous les autres programmes sur votre ordinateur. Tous ces programmes-là, ils s'exécutent dans un environnement qui est géré par Windows. Et Windows est en charge de faire de la sécurité, de veiller à la bonne exécution des programmes, qu'il n'y ait pas trop de bugs, que niveau sécurité ça se passe bien, et tout ça évidemment très compliqué. Mais Windows lui-même a parfois besoin d'être modifié. Typiquement, si vous changez vraiment de matériel, si vous mettez une nouvelle carte graphique par exemple, et ben vous allez devoir modifier Windows pour qu'il utilise votre carte graphique plutôt que la carte graphique qui était là avant. Donc vous allez installer un driver. Et un driver, c'est ce programme qui va modifier qui va modifier Windows, qui va modifier le système d'opération lui-même. Donc, d'un point de vue informatique très très bas niveau, souvent les processeurs sont protégés avec ce qu'on appelle des anneaux de protection, c'est-à-dire que des cercles, on va dire, de protection. Tu as quand tu fais tourner un programme, ton processeur il s'exécute de manière normale, il fait des opérations sur de la mémoire, sur de l'affichage, mais il sait qu'il y a un certain nombre d'opérations qu'il n'a pas le droit de faire. Il y a un certain nombre d'opérations, par exemple sur des zones mémoire qui sont réservées, qui sont les zones qui correspondent au système d'opération. Et ça, c'est ce qu'on appelle la différence entre userland et kernelland. Kernel, c'est le noyau, c'est vraiment le cœur du système d'opération. Et ce qui est intéressant, c'est que les drivers, eh bien, ils peuvent s'exécuter dans ce kernelland, dans ce cœur du système d'opération. Et c'était très souvent une manière de pirater Windows, d'utiliser un driver vulnérable que tu peux soit modifier, soit tu peux le faire appeler une zone mémoire, et dans ta zone mémoire, bah, tu peux mettre quelque chose, tu peux injecter quelque chose, du code, etc. Et ça te permet d'injecter du code, de faire exécuter du code. C'est même pas en tant qu'administrateur, vous voyez, tu peux être utilisateur, et t'as pas le droit de modifier le système l'environnement Windows, puis tu peux devenir administrateur.
Et ben là, c'est un peu la même chose, mais sauf que administrateur et utilisateur, ils sont tous les deux dans le userland. Disons, c'est une différence qui est dans le userland. Ben là, c'est vraiment... T'as ces deux-là, cette différence de niveau, c'est une sécurité. Et ben il y a une sécurité au niveau d'au-dessus, qui est qu'il y a tout le userland, donc c'est le processeur qui s'exécute en mode utilisateur, ou le processeur qui est en mode administrateur. Et ben là, les drivers, ça permet d'exécuter du code en tant que administrateur du processeur. Et puis, et donc voilà pourquoi j'explique pourquoi c'est un peu très impactant. J'avais dit que je lisais aujourd'hui, on va dire. Alors ça c'est marrant, on va aller voir ça. As Ars Technica reported earlier this month, researchers recently discovered that Microsoft was failing to update the vulnerable driver block list with new instances of attacks that use correctly signed but vulnerable third-party drivers for things like printers, motherboards or other hardware. Donc c'est ce que je disais sur les attaques qui utilisent ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu un débat sur Twitter où quelqu'un de Microsoft disait mais si, on fait gaffe, il y a une blocklist, il y a une liste qu'on met à jour de drivers qui sont bloqués, si, on fait gaffe. Puis les chercheurs en cybersécurité disaient non, enfin nous on voit, en fait on teste, on a regardé et puis on voit que on peut toujours faire des choses avec des drivers vulnérables. Et les gens de Microsoft disaient mais non. Et en fait, au bout d'un moment on s'est rendu compte que si, en fait la liste de drivers à bloquer a juste jamais été mise à jour. Donc il y avait bien un process chez Microsoft qui disait on déploie la liste de drivers vulnérables, mais cette liste a jamais été alimentée en fait. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a eu c'est un peu le choix classique de Microsoft, c'est que ça risque, c'est un peu risqué en fait, ça risque de faire des bugs. Et donc ils ont choisi sans doute de prioriser tout ce qui risquait pas de faire des bugs au détriment de la sécurité. Donc Microsoft a géré la première attaque par driver signé mais vulnérable dans les PC Secure Calls et parce qu'on voyait que c'était très utilisé. Hein. Voilà. Et donc ces PC, these PCs shipped with a hypervisor protected code integrity. Donc ces PC ont été créés avec des protections, cette protection HVCI. Ok. Pourquoi HV et pas HP? Ok. Soit. Microsoft. Donc pour bloquer ces drivers. But HVCI had to be enabled for Windows 10 version 1809 and later for the vulnerable driver block list to be enabled. Donc comme d'hab, c'est une opération, c'est une sécurité qui n'est pas activée par défaut. In Windows 10 22H2, the block list is enabled by default on all devices, not just secret code ones. Très intéressant. In October, Will Dorman, a well-known vulnerability analyst, flagged that a newly added driver on a block list was loading on his HVCI-enabled system. Because of this, he doubted the veracity of Microsoft's claims. Excusez-moi, je suis désolé, il y a forcément un peu de trafic, de mouvement chez moi. Because of this, he doubted the veracity of Microsoft's claims in its documentation for the feature. Donc c'est exactement le débat que je vous disais. Will Dorman nous dit, Microsoft dit, il bloque, etc. Mais non, on voit que il ne bloque pas. HVCI is enabled, yet the driver in the block list is loaded.
Et donc là, vous voyez qu'il utilise ça et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'interface dans les paramètres de Microsoft, les paramètres de sécurité. On voit que... Ah, ça y est. Ok, donc bon à savoir, bougez pas. Ne bougez pas. Voilà. Voilà mon passionnote à ma place. Donc vous pouvez voir en haut, ça c'est le... Vous voyez pas mes mouvements de main, c'est pas grave. En haut, vous avez HVCI qui est activé donc dans les paramètres de sécurité de l'ordinateur. En bas, c'est les systèmes d'opération qui regardent quels sont les services qui tournent, quelles sont les features qui sont activées. Et donc là, on voit HVCI, Hypervisor Enforced Code Integrity. Ok, voilà pourquoi ça s'appelle HVCI et pas HPCI. Ok. Et donc on voit que ça tourne, on voit que c'est un service qui tourne. Ici, c'est une capture d'écran de processus monitor qui suit tous les appels système, toutes les modifications de fichiers, les modifications de drivers, toutes les ouvertures de fichiers, etc. Donc qui monitore vraiment tout ce que fait le processeur. Et donc on voit qu'il charge un fichier en .6 qui est donc un driver. On voit qu'il le crée, qu'il le ferme, qu'il l'ouvre, qu'il l'exécute, machin, et puis surtout qu'il le charge dans le kernel. Et donc ça c'est très intéressant. Et à la fin, on voit ici une petite invite de commande Windows où il dit SC query, donc SC c'est je sais plus quoi, c'est un utilitaire qui permet de faire des requêtes assez complexes sur tout ce qui se passe sur le système. Et donc il dit, mais dis-moi si ce driver, dis-moi qu'est-ce qui se passe sur ce driver, WinRing 0120. Et alors il dit, ce driver, il est running. Donc je ne suis pas d'accord, je ne crois pas la documentation. Il détaille un peu, voilà, s'il applique manuellement la blocklist en utilisant cet utilitaire, à ce moment-là, oui, le driver est bloqué, mais les règles de Microsoft ne bloquent pas ce driver. Donc Insider Preview, donc c'est le truc Insider Preview, c'est le truc que disait Tech ZDNet. Voilà, en gros ça marche pas. Concrètement ça ne marche pas. Voilà. J'aimerais bien vous montrer donc ça c'est toute sa recherche qui est publiée sur Twitter. C'est super intéressant si ça vous intéresse de lire tout ce qui touche le driver, etc. C'est vraiment... je trouve que c'est passionnant. Mais j'aimerais bien vous trouver le débat avec... avec Microsoft. Bon. Ok, soit. On va s'arrêter là, je pense. Hein. L'histoire de l'agence iranienne, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus que ça. On peut peut-être... Si, allez, on continue 10 minutes. On fait un article au choix, vous me dites ce que vous voulez voir comme article. Et puis on va faire la petite méditation. Je vous propose de faire la petite méditation, et puis après on fera un article. Soit un article technique, soit un article moins technique. J'en ai deux à vous proposer, donc. J'ai un article technique sur j'ai un article sur comment l'Iran peut surveiller les téléphones des gens qui font les protestations.
un article sur le grand firewall en Iran et comment il fonctionne dans la pratique. Un article sur une vulnérabilité, il doit être... Non, il est là. Sur la vulnérabilité dans la couche TCP/IP de Microsoft. Donc lui, il est bien plus technique. Et un article sur un gars qui faisait du cyberespionnage et qui s'est attaqué au Liberia, il me semble. Et qui a bloqué le Liberia. Donc, soit un truc technique sur la couche TCP/IP dans Microsoft, soit un truc sur comment on espionne en Iran et comment on bloque les firewalls, soit l'histoire du gars qui a bloqué à lui tout seul le Liberia. Vous choisissez, vous me dites ce que vous voulez voir. En attendant, eh bien, on lance la petite méditation. Laissez-moi vous trouver un peu de musique. Alors, est-ce que j'ai un bon outil? Ouais, nickel. J'ai l'impression que c'est toujours la même musique. Wow. Ok, alors on va fermer les yeux. Vous allez détendre tous les muscles de votre corps, notamment les yeux et la mâchoire. Voilà, c'est la matinée, mais peut-être que vous avez déjà accumulé de la tension là-dedans. Puis vous allez vous laisser porter, vous laisser glisser dans le flux de vos sensations, comme si vous étiez un paquet IP qui est routé à travers le monde. Voilà, vous passez à travers des routeurs dans un endroit que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous transitez par Tokyo, par New York. Peut-être que vous allez dans le sud, par exemple, là où il fait beau, à Toulouse. Je reviens. Et donc, peut-être que vous allez à Toulouse, mais vous transitez par les routeurs qui sont les plus proches de vous, d'un point de vue réseau. Donc c'est peut-être New York, peut-être Tokyo, peut-être New Delhi. Vous passez dans toutes ces villes et vous les regardez, mais vous laissez glisser vos sensations. Vous êtes partout à la fois. Parce que vous n'êtes là-bas que métaphoriquement, que d'un point de vue réseau. Voilà. Vous allez de routeur proche en routeur proche, mais en fait vous parcourez des milliers de kilomètres à chaque seconde. Voilà, donc vous contemplez, vous imaginez être à la fois à New York, à New Delhi et à Tokyo. Et en même temps contempler le trajet entre ces points en quelques secondes. Voilà, et puis ce paquet IP finit par arriver sur votre téléphone et vous délivre cette petite matinale. Voilà. On va arrêter la méditation ici, et puis on va se quitter sur une petite... On va se quitter sur une petite lecture. Je vois qu'il y a une réponse dans le stream. La surveillance en Iran, je crois que c'est celui qui me tente le plus. Et bah let's go. Let's go, allons-y. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est?
Voilà. Alors c'est un article dit de The Intercept. Il est joli, on va quand même se mettre en mode lecture. Je peux vous lire cet article en perse, mais je pense que ça va être un peu contre-productif, mais du coup malheureusement je vais vous le lire en anglais. Et puis on va peut-être, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va commenter au fur et à mesure avec vos commentaires. Avec vos commentaires et avec les petits commentaires qu'on va faire. As furious anti-government protests swept in Iran, the authorities retaliated with both brute force and digital repression. Iranian mobile and internet users reported rolling network blackouts, mobile app restrictions, and other disruptions. Many expressed fears that the government can track their activities through their indispensable and ubiquitous smartphones. Très difficile, ça. Quand vous voulez manifester, c'est clair que c'est très important d'avoir votre smartphone, ça permet de se coordonner entre manifestants, mais évidemment, peut-être que ça permet au gouvernement de suivre votre activité. Iran's tight grip on the country's connection to the global internet has proven an effective tool for suppressing unrest. The lack of clarity about what technological powers are held by the Iranian government, one of the most opaque and isolated in the world, has engendered its own form of quiet terror for prospective dissidents. Protesters have often been left wondering how the government was able to track down their location or gain access to their private communications, tactics that are frighteningly pervasive, but those mechanisms are virtually unknown. Donc comment, la question que se posent les manifestants, c'est comment le gouvernement a eu accès à mes échanges privés et puis à mes mouvements. This is not a surveillance system, rather a repression and control system to limit the capability of users to dissent or protest. Donc ce qui est très intéressant, et c'est quelque chose qu'on sait avec des penseurs comme Foucault par exemple, c'est qu'en fait si vous savez que vous êtes observé, vous allez changer votre comportement. C'est un des trucs qui sont centraux dans les débats sur la vie privée. En fait, si vous... Voilà, dans une prison, si vous savez qu'il y a en permanence un garde qui vous observe, et bah, votre comportement ne sera pas le même que s'il n'est pas là. While disconnecting both wrath of the population from the web remains a favored blunt instrument of Iranian state censorship, the government has far more precise, sophisticated tools available as well. Part of Iran's data clampdown may be explained through the use of a system called SIAM, a web program for remotely manipulating cellular connections made available to the Iranian Communication Regulatory Authority. The existence of SIAM and the details of how the system works, reported here for the first time, are laid out in a series of internal documents from an Iranian cellular carrier that was obtained by The Intercept. Donc The Intercept, qui est un journal d'investigation britannique. According to those internal documents, SIAM is a computer system that works behind the scene of Iranian cellular networks, providing its operators a broad menu of remote commands to alter, disrupt, and monitor how customers use their phones. The tools can slow their data connection to crawl, break the encryption of phone calls, track the movements of individuals or large groups, and produce detailed metadata summaries of who spoke to whom, when, and where. Such a system could help the government invisibly squash the ongoing protests of those or tomorrow, an expert who reviewed the SIAM documents told The Intercept. Yes, le panoptique, on a la ref. Donc, très intéressant. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent ralentir leur connexion de données, donc ce qui peut gêner la coordination entre les manifestants. Très intéressant comme attaque. Ils peuvent
casser le chiffrement des appels téléphoniques. Donc on ne sait pas si c'est chiffré et ils peuvent casser ce chiffrement, ou si c'est juste pas chiffré, ils peuvent downgrader un peu ce chiffrement sur, pour s'introduire, pour écouter les appels. Et puis ils peuvent récupérer les positions des téléphones. Alors ça, les gouvernements ont toujours pu le faire, hein. Ça, en fait, il suffit de trianguler disons, ton téléphone, il reçoit et il échange avec plusieurs poteaux, plusieurs antennes téléphoniques en permanence. Donc le gouvernement peut toujours demander des données à tous les opérateurs téléphoniques, ce qui va permettre quand tu corrèles ces données, tu peux savoir quelle est la distance entre avec chaque antenne téléphonique, et donc tu peux savoir assez précisément la position d'un GPS, d'un téléphone. C'est pas le GPS, c'est un autre système, justement. Et puis, ils peuvent récupérer des métadonnées. Et les métadonnées, c'est hyper intéressant. À partir du moment où tu sais qui est où, eh bien, il te suffit de savoir qui parle à qui, et tu peux savoir, par exemple, que si tu as 2000 personnes dans la rue, tu arrives à avoir des données sur 1000 personnes, il y a 1000 personnes qui ont pris leur téléphone. Mais en fait, tu sais que la veille jusqu'à 1h du matin, les 1000 personnes que tu as identifiées, ils parlaient chacun avec une autre personne, et ben tu peux du coup en déduire l'identité des 2000 qui sont dans la rue. Il y a un petit encart qui dit ce système, voilà, permet d'avoir accès à la position et réduire leurs données. Une fonction permet de cibler des utilisateurs. Voilà, force 2G number, donc c'est intéressant, tu peux forcer l'utilisation de la 2G, qui va limiter énormément. Ça peut être fait en passif du coup, genre mettre un bot qui écoute toutes les communications et les scripts par exemple, ou il faut forcément cibler les personnes précises pour les écoutes téléphoniques aujourd'hui. Les écoutes téléphoniques, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Traditionnellement, les écoutes téléphoniques, c'était pas du tout le même système que Internet, si tu veux, c'est vraiment, tu envoies un paquet de données, c'est routé à des endroits, tu maîtrises pas le routage, etc. Et chaque paquet arrive un peu indépendamment. Donc tu peux très bien stocker ces paquets et puis les écouter après coup. Tu peux très bien effectivement stocker la communication. Puis l'écouter dans le silence de ton cabinet de surveillance. Par contre, le téléphone, traditionnellement, c'est ce qu'on appelle la communication de circuit. Donc en fait, le téléphone, tu établis un circuit. Et tout ce qui rentre dans le circuit, il va d'un bout à l'autre. C'est vraiment... faut imaginer les pots de yaourt avec un fil. Je sais pas si vous voyez le téléphone pour les bébés. Tu tends un fil avec un pot de yaourt, et bah, tout ce que tu dis d'un côté, tu vas l'entendre de l'autre. Et c'était comme ça que ça marchait traditionnellement. C'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'en fait aujourd'hui c'est tellement simple de passer par internet que on se met à réutiliser un peu la couche internet pour faire des appels. Et donc ce système par paquet, il permettait évidemment au gouvernement de s'insérer dans le circuit. Et là, pour le coup, par contre, si tu fais du bruit, et ben les gens qui sont sur le même circuit, des gens qui avaient la communication que tu veux écouter, et ben ils vont entendre potentiellement du bruit. Vous savez, c'est un peu le truc dans les films où tu entends un glitch et tu dis « Ah, cette conversation est sur écoute ». Comme les répéteurs qui passent par le courant électrique local en quelque sorte. Je suis pas sûr de voir ce que tu veux dire, parce que le courant c'est quand même un truc, tu sais, tu as des circuits, voilà, tu as fait ça en physique, tu as des circuits en parallèle, en série, etc. Donc en fait parfois c'est répliqué sur un grand nombre de circuits.
Ouais, si, en fait, à partir du moment où ton circuit, c'est forcément une boucle. Effectivement, et en fait, tout ce qui est sur la ligne a la même... tout ce qui est sur une boucle a la même intensité. Et à ce titre-là, effectivement, c'est comparable, ouais. Mais du coup, pour répondre précisément à ta question, on va continuer de lire l'article parce que il va peut-être nous expliquer justement, voilà, est-ce que c'est passif ou est-ce que c'est actif. Mais voilà, faut imaginer qu'avant il y avait deux systèmes et qu'aujourd'hui, effectivement, ça c'est plus vrai. Aujourd'hui, la plupart des trucs passent par Internet. La téléphonie, depuis qu'on a les antennes 4G, en fait, même la téléphonie passe par... c'est pas Internet, mais c'est en gros, c'est la couche, c'est le même système que Internet. Ça permet de mutualiser les systèmes et donc d'avoir des choses qui sont assez résilientes. D'où viennent ces documents? The Siam documents are drawn from a trove of internal materials from the Iranian cellular carrier Ariantel, including years of email correspondence and a variety of documents shared between Ariantel employees, outside contractors, and Iranian government personnel. The cache of materials were shared with the Intercept by an individual who claimed to have hacked Ariantel, and believed the documents were in the public interest, given the ongoing protests in Iran and the threats Siam might pose to demonstrators. Donc ils ont piraté, c'est un hacker qui a piraté l'entreprise Ariantel. Je suis pas sûr que The Intercept a confirmé la validité de ces documents. Mais en tout cas, c'est là d'où viennent ces documents. Et donc ce hacker, en gros, on sent qu'il soutient un peu les protestations, et que c'est sa manière de soutenir la protestation. Ce qui est assez courageux en fait. The details of the program reported here are drawn largely from two documents contained in the archive. The first is a Persian language user manual for Siam, that appears to have originated from within the Office of Security Communications System, or OSCS, a subdivision of the CIA, donc en gros gouvernement iranien. Emails reviewed by the Intercept show that the Siam manual was sent to Ariantel directly by the CIA and repeatedly forwarded between the mobile carriers employed in the recent years. Donc c'était un document qui s'envoyait les uns les autres pour savoir comment on utilisait ce système. The emails show that the CIA and Ariantel discussed Siam as recently as August. Donc ils en ont reparlé en août. The second document, produced during a proposed deal with a Spanish telecom contractor, is an English language manual that documents many of the same Siam capabilities. C'est qui Miller? Miller told the Intercept that the English Siam manual appeared to be written by a person or people with specialized technical knowledge of mobile networks. On voit un magnifique document en LaTeX. Integrated System to Query Telecom to Submit Information. Donc en gros, c'est ils ont parlé avec un partenaire espagnol, probablement pour faire de l'interconnexion des réseaux. Vous savez, quand vous partez, si en France vous partez en Espagne, bah, vous avez forcément des opérateurs de télécom espagnols qui a un accord avec votre opérateur télécom à vous, que ce soit SFR, Bouygues, Orange ou Free. Et donc pour mettre en place ce genre de système, bah, il faut s'accorder sur qu'est-ce qu'on log, qu'est-ce qu'on partage les uns les autres. Et donc dans ce cadre-là, ils ont dû traduire ce document en anglais. Il y a quelqu'un derrière le mur qui fait des bruits hyper bizarres, je sais pas si vous entendez. Experts on mobile security and Iranian government censorship say the functionality revealed by the Siam program poses a clear threat to protesters demonstrating against the government over the past month. This function can lead to life or death situation in a country like Iran where there is no fair judicial process nor accountability and we have a huge pattern of violation of people's rights. Donc c'est très dangereux parce que c'est une démocratie et les manifestants risquent leur vie et ils peuvent être retrouvés par ce système.
Donc voilà, les Iraniens se plaignaient de baisse du débit de leur communication pendant qu'ils étaient en train de faire des protestations, et voilà pourquoi ça existe. Je passe un peu la suite de l'article. Donc ça va peut-être... On lit juste ce paragraphe, parce que ça va peut-être répondre à ta question, Tokwan. Token. While current 5G and 4G cellular connections have more robust built-in encryption software to thwart eavesdropping, the 2G cellular standard, first introduced in 1991, generally does not encrypt data or uses outdated encryption methods that are easy to crack. Law enforcement agencies in the United States have also employed this technique using hardware like the controversial Stingray device to create a bogus 2G network blanketing a small area and then trick targeted phones into connected to it. Donc, en gros, ils ont créé aux US en tout cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un faux point d'accès qui ne marche qu'avec la 2G. Et donc ça te force ton téléphone à passer sur la 2G parce que son signal est plus fort. Donc ça force les téléphones autour à utiliser la 2G. Et là, à ce moment-là, tu as juste à casser le chiffrement ou à utiliser des trucs qui ne sont pas chiffrés pour intercepter les appels. Et donc là, dans le 2G, a priori, ça doit être un système vraiment de canal, quoi. Donc c'est là où c'est un truc assez actif, pour répondre à ta question. Miller, on ne sait toujours pas qui est Miller, dit on peut le détecter, en gros on peut le ressentir parce qu'on voit que notre téléphone est plus que en 2G. Voilà. On passe très rapidement sur cet article parce qu'il est quand même 28 et je vais utiliser 2 dernières minutes pour vous partager un autre article. Qui est là. Hop. En fait, c'est vraiment ma caméra qui ralentit mon PC. On voit que dès que je la coupe, en fait, le PC tourne un peu mieux. Voilà. Oh, intéressant, je savais pas que la 2G était particulièrement moins sécurisée. Ouais, c'est moins sécurisé, et puis en fait, même c'est moins actuel, donc en fait, depuis le temps, on a trouvé des attaques. Surtout que c'est plus facile de couvrir de grandes distances avec la 2G qui porte plus loin, du coup, ça doit être assez peu coûteux à mettre en place. Ouais, c'est assez peu coûteux. Après, sur les distances, je sais pas, parce qu'en fait, tu as quand même des points d'accès 4G, 5G, même 3G un peu partout, je pense. Un petit article, je passe juste là-dessus parce que c'est un peu le sujet, sur comment marche la censure en Iran. Et donc, c'est l'histoire d'un gars qui a mis 3 jours pour tester le grand firewall d'Iran. Vous savez que c'est l'exécution qu'on... C'était l'expression qu'on utilisait pour parler du firewall chinois, parce que là, il y a la grande muraille de Chine, The Great Wall, et bah là c'est Great Firewall, donc c'est un petit jeu de mots en anglais. GFI, c'est Great Firewall of Iran, uses deep packet inspection on all international peering points. In addition to local operators, you will use their own firewalls, but most of them are static and badly configured. Some use DVI. Donc ce qui est intéressant, ça veut dire que le gouvernement, et Tom, j'espère que ça va bien, j'ai vu ton collègue la semaine dernière. J'ai essayé de rallumer ma caméra. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous allez moins bien m'entendre pendant un instant, je suis désolé. Hop. Si je fais mon micro comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement, il a fait son firewall est assez actif. Voilà.
son firewall est assez actif. Et il inspecte le contenu des paquets. Autrement dit, c'est pas juste l'IP. Ce que tu pourrais contourner, typiquement avec certains trucs comme un VPN ou quoi. Un VPN qui ferait juste office de relais. Ce qui est intéressant, c'est que là, le contenu des paquets est inspecté, donc vraiment, on voit ce que tu fais dans les paquets, et ils font ça à tous les points de liaison avec le reste du monde. Et effectivement, c'est un truc que l'Iran peut faire, le gouvernement peut faire, parce que tu vas pas créer un point de liaison comme ça avec le reste du monde, avec deux fils électriques et un couteau suisse. Yes, ça roule, j'espère que toi aussi. Bah oui, écoute, c'est le retour de vacances, tranquillement. Donc, comment marche ce grand firewall iranien? Tous les domaines qui sont bloqués pointent vers la même adresse IP, du coup. Donc, ça c'est... je sais pas comment ils font leur redirection, probablement c'est un truc un peu plus subtil que le DNS. Mais souvent, vous savez, en Chine, le grand firewall, ça marche plutôt par le DNS. C'est toutes les adresses IP, tous les noms de domaines qui sont bloqués. Et donc, quand vous cherchez facebook.com, vous avez un message d'erreur qui vous dit que ce domaine n'existe pas. Parce qu'en fait, vous allez interroger votre serveur de nom de domaine qui vous dit bah, je connais pas. Facebook, s'il est chinois, il vous dit je connais pas. Un composant actif scanne l'intérieur de l'Iran pour des services hostiles, par exemple des VPN ou des proxys. Donc vraiment le Sockfiles proxy, c'est vraiment c'est un peu le même principe que VPN, enfin c'est un relais en gros. Et c'est ça qui va nous intéresser. Les adresses IP sont rarement bloquées, par contre, ce qui va être bloqué, c'est le handshake TCP, donc qui permet d'établir une connexion stable. Le GFI évolue très très vite, parfois il n'y a aucun... Tu vois pas la différence avec est-ce que il y a le firewall ou pas, et parfois c'est vraiment des gros problèmes. Et le plus grand dérangement jusqu'aujourd'hui, c'est quand le régime a juste éteint tous les points d'accès cellulaires et tous les accès internet locaux. Ok. À ce moment, dans ce genre de situation, ils ont juste à débrancher tout le monde et c'est game over pour tous les petits malins néolibéraux qui pensent que Tor, vTooray, ShadowSox, c'est la solution. Bah oui, évidemment, non, parce que du coup tu n'as plus d'internet. Et là, pour le coup, ça demande de résister un peu à l'ancienne, de te créer toi-même des antennes, des câbles, des trucs. Ça demande du hardware, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile de cibler quand tu es une police politique ou un service secret. A free internet is blocked from all mobile phones and some DSL connection between 4 p.m. and 12 p.m. Et il explique que dans ces heures-là, c'est vraiment off. Pendant ces heures-là, seuls les serveurs achetés en Iran, hébergés en Iran, peuvent avoir accès à Internet, l'Internet mondial. Des volontaires utilisent ces serveurs-là pour faire tourner des proxys, mais évidemment tu peux pas héberger le monde, enfin toute la population iranienne. Donc c'est là où effectivement ça a ses limites, et tu te retrouves à être très vite dans des dynamiques de résistance un peu classiques où tu vas devoir cacher tes outils, cacher ton infrastructure vraiment physiquement, avec le risque de te faire arrêter par la police qui débarque chez toi.
Voilà une liste de ce qui se passe dans les mauvais jours pour les Iraniens. Je la mets à l'écran 2 minutes. Voilà, commentaire dans un instant. Je fais juste une petite manip. Hop, je reviens. Donc, dans les mauvais jours, Tor est bloqué. Tor, vous savez que c'est le routage par oignon, donc plusieurs couches de VPN en gros. WireGuard OpenVPN est bloqué, donc ça c'est, pareil, c'est des VPN. Les deux sont bloqués depuis le début. Vitoray, Vimes, ShadowSox, donc ça ce sont des relais. Après derrière dans le relais évidemment tu peux rajouter des modules de chiffrement, donc à ce moment-là ça devient équivalent à un VPN. Donc ils sont bloqués dès que les nœuds de sortie sont connus, donc ça c'est un peu le jeu du chat et de la souris. L'inspection du contenu des paquets bloque aussi certains SNI, je sais plus ce que c'est, le contenu de certains paquets qui sont chiffrés par TLS. Tout trafic sortant est bloqué dès qu'il y a 1 à 4 kilooctets qui est transmis. Donc en gros, j'allais dire c'est du machine learning à base de if-else. En fait, effectivement, une manière simple de détecter tous les relais qui sortent, c'est de détecter dès qu'il y a du gros trafic. Voilà. Donc ça a demandé, on pourrait peut-être imaginer voilà, des systèmes où en fait tu fais rotater très vite les IP qui sortent pour tout le monde, un peu comme fait l'armée avec les systèmes comme l'évasion de fréquence. Tous les VPN classiques sont bloqués, ProtonVPN, NordVPN, etc. Cloudflare est bloqué, donc Cloudflare ça permet de bloquer l'adresse réelle du site derrière, donc ça doit bloquer plein de trucs en Iran, ça va être l'enfer. Docker, j'ai pas compris. J'ai vu que Tom que tu réagissais, Docker. Ouais, peut-être pour empêcher justement les VPS, empêcher les serveurs qui sont à l'intérieur de l'Iran de faire tourner des modules Docker, donc peut-être en fait si tu bloques l'adresse IP des nœuds Docker qui te permettent de télécharger des images, peut-être que tu peux bloquer comme ça des images. C'est la seule interprétation que je vois. Google Play et App Store sont bloqués, donc tu peux pas installer un VPN, une nouvelle appli de TechBro disruptif qui l'installe. Et certains opérateurs ont une whitelist qui doit bloquer plein de websites. On avait parlé une fois sur une matinale de Signal par exemple qui était bloqué. En fait j'imagine que ça va être relativement simple de bloquer Signal parce que tu connais les nœuds, donc c'est pour ça qu'il y avait un appel aux volontaires à créer des nœuds alternatifs de Signal. Après, le problème c'est que l'inspection du contenu des paquets peut peut-être interpréter le mode de chiffrement des paquets pour comprendre lesquels sont liés à Signal. Après, connaissant Signal, je pense qu'ils font attention à ça. Voilà. On va pas tout lire, je pense qu'on va s'arrêter là, il est 9h40, ça fait 1h30 qu'on est sur cette petite matinale chill de retour de vacances et probablement de pont pour un paquet d'entre vous. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, on a fait tout à l'heure la petite méditation. Voilà, alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a l'aide de la Chine. Évidemment la Chine ils ont une longue expérience en blocage d'internet, enfin l'Iran aussi vous allez me dire. Le filtrage par le contenu, par l'interprétation du truc TLS, c'est très très embêtant. Ah oui, SNI c'est Service Name, je sais pas quoi, ID. Il y a un petit mème là, I was there at the IHF 9 years ago. Un petit mème I was there, Gandalf, 3000 years ago.
Ah oui, il dit que c'est pas safe tant que le SNI est pas chiffré. Et là, le fait qu'il puisse avoir accès au SNI, c'est très embêtant. Et en fait, du coup, c'est ça qui fait que TLS est pas complètement sécure. Mais en fait, les GAFAM, en plus, il les a vraiment mis dans l'ordre. Google appelle Facebook AWS. Ils voulaient avoir un truc plus rapide, quitte à ce que ce soit moins sécurisé pour les gens qui vivent dans les pays dictatoriaux. Donc classique, GAFAM, qui sont qui préfèrent se faire du profit plutôt que évidemment avoir un peu de dignité et faire respecter les droits de l'homme dans les pays dictatoriaux. Voilà, on va s'arrêter là. Moi je trouve que c'était une matinale très intéressante parce que on voit quand même en fait des tendances générales. Je sais pas si... Enfin... On voit des tendances générales. Une tendance attaque place sur supply chain et attaque vulnérabilité sur des projets open source qui sont impactantes pour tout le monde et qui font qu'en fait il va falloir se poser la question de la sécurité des modules open source parce qu'en fait les grands de la tech se gavent un peu sur le dos de ces systèmes, de ces briques open source. Et puis on voit une autre tendance, et ça rejoint exactement ce que je lisais, je vous ai dit, le rapport de la CIA, qui est que les dictatures se mettent à faire toutes le même genre d'attaque. On voit que c'est pas que la Russie qui fait des campagnes de désinformation pour un peu nuire au processus démocratique aux US. Maintenant, c'est aussi la Chine. Là, on a eu vraiment la preuve avec l'article qu'on a lu sur Dragon Bridge. Mais l'Iran, on sait qu'il faisait aussi. Donc il y a vraiment un bloc de pays autoritaires. Et leurs méthodes commencent à converger un peu. Elles vont toutes bloquer Internet et elles vont toutes essayer de saper la démocratie dans les pays occidentaux. Voilà. Donc ça serait intéressant, c'est deux évolutions. Comment est-ce qu'on fait maintenant qu'on le sait? Comment est-ce que l'Occident réagit? Et puis comment est-ce que sur la première évolution, comment est-ce que notre écosystème cyber s'adapte et se met à réagir et à essayer de contribuer à la sécurité des briques open source. Ouais Tom, j'ai parlé évidemment du OpenSSL qui sort demain. Ouais. Donc encore une fois, c'est un peu la news d'aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est que cette vulnérabilité, on ne sait rien sur elle, on sait juste qu'on a rendez-vous demain pour tous mettre à jour, tous nos systèmes, et ça va devoir se faire en 2 fois. On va mettre chacun nos systèmes à jour, mais évidemment, tout le monde utilise des systèmes qu'il achète, qu'il ne maîtrise pas forcément, et donc il va falloir mettre à jour ces systèmes-là qui, a priori, eux aussi utilisent OpenSSL. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette petite matinale, on a fait 1h45, je sais pas si vous bossez, bah, j'espère que c'était intéressant, que vous avez vu ça en vous réveillant le matin en télétravail ou en vous rendant sur votre lieu de travail. Si vous ne bossez pas, j'espère avoir bercé le savourage de votre café matinal, et je vous souhaite à tous une excellente journée et une très belle semaine, un magnifique jour férié demain, une belle fête de la Toussaint pour ceux qui la fêtent avec vos proches, et puis une bonne soirée d'Halloween peut-être pour ceux qui la font ce soir. Voilà, en tout cas il y a de quoi flipper avec cette vulnérabilité OpenSSL. C'est le mot de la fin, je vais pas faire de raid parce que je pense que ça a peu de sens sur les matinales. Je n'ai plus qu'à couper le stream et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous.